Tout au long de l'année 2022, nous avons rencontré de multiples auteurs, poètes, romanciers et autres. Certains étaient des habitués du sphère littéraire, tandis que d'autres sont au début de leur carrière. Dans cet épisode de Mots et écrits, nous allons revenir sur certaines de ces rencontres qui nous ont marqué l'esprit. Quelques auteurs de cette année ont fait revivre des moments de leur enfance dans leurs romans. Ils espéraient que leur expérience d'enfance inspirerait les nouveaux lecteurs, mais aussi apporterait un peu de nostalgie à ceux qui avaient vécu à leur époque. Amira Jahangir Choudhou est l'un des auteurs qui nous ont permis d'entrevoir une partie de leur enfance. Son livre, À l'ombre du grand jacquier, retrace l'histoire de sa vie dans les années 1960. Moi, j'ai connu l'époque sans électricité, sans télévision. Déjà, ça montre l'énormité de la transformation que j'ai vécue, et bien sûr avec les gens de ma génération. Et puis, on est arrivé à l'époque d'Internet. Donc, c'est tout un parcours, c'est un cheminement, un système d'adaptation qui n'est pas facile du tout, que nous avons porté en nous, parce que nous sommes les acteurs de tous ces changements aussi. Donc, comment nous avons fait pour progresser à partir d'une petite fille avec, vous avez vu dans le livre, les écoles qu'on avait, c'est extraordinaire comment on a pu, à partir de là, construire, se reconstruire, se déconstruire, se reconstruire pour achieve ce que nous avons réussi à achieve. J'ai pris environ 5 semaines pour l'écrire, pour mettre sur papier le premier jet. Et après, bien sûr, il y a tout le travail de peaufinement, de vérification, de réécriture qui a pris beaucoup de temps aussi après. Issu d'une famille pauvre, Cyril Palan a tracé son chemin vers la réussite. Dans son livre intitulé La rage de vaincre, il nous raconte l'histoire de son enfance jusqu'à la création de sa société Logos, dont il est aujourd'hui le directeur. Je sors d'une famille très pauvre, je dirais même très très pauvre. J'ai démuni, j'ai grandi dans une case en paille, sans électricité, sans eau, à Montroche, c'est un village. Je crois maintenant c'est dans la zone urbaine. Avant c'était un village, il y avait un village council. Donc son papa, après l'armée, est retourné à Maurice, n'a pas pu trouver du travail, donc il était laboureur, travaillait dans Cannes, etc. Donc c'était la galère. Mais on ne souffrait pas parce qu'on était habitué dans les villages de vivre comme ça. Si on a de quoi manger le matin, dans l'après-midi, on prend un peu de brinzel, un peu ici, un peu de légumes, là, manger tantôt. Donc, mais dans les villages, on s'entraidait, vous voyez. Donc, ce qui fait que donc j'ai grandi dans la brousse. Dans les difficultés énormes. Et je crois que ça forge la personnalité aussi. Mais vous savez, en plus de ça, le livre peut être comme un témoignage de ma vie et aussi aider les jeunes qui ont des talents, des capacités, qui ont peur de voir les géants, de peur pas d'entrer dans ce domaine. C'est surtout ça. Et aussi laisser un legacy pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Au moins marquer l'histoire, si vous voulez, d'une certaine façon. Un autre auteur qui nous a permis d'avoir un aperçu de son enfance est Joyce Virasamy. Principalement connu pour sa carrière musicale en tant que fondateur du groupe Fangurin, il s'est tourné vers l'écriture cette année et a publié son livre Enfant de Carole. Pendant 12 ans, je suis responsable. Mais au fait, c'est l'endroit que je suis venu, et mes camarades, et avec permission de mes parents, bien sûr. Et nous avons un joli champ de canne, que nous avons une cascane pour nous manger. Bassin-Risbois, c'est un haut lieu de loisirs. Et là même, dans un moment, à l'époque qui patinait autant de distractions qu'aujourd'hui, mais tous les jours, moi et mes camarades, nous venons dans Bassin-Risbois, nous nager et nous la pêche. Tu as une jolie tilapia, mais nous passons la journée, nous venons faire un petit pique-nique aux camarades. Nous raspons des terres qui, après récolte,
Nous ramassons les pommes de terre, nous ramassons pistas, nous assisons dans le bassin là, nous faisons des salades de pommes de terre et tout. Nous amenons un petit peu de l'eau d'ici que maman a préparé, mais nous avons une enfance heureuse quand même. Le fait qu'il m'a né 4 mois avant le cyclone, et 4 mois avant le cyclone Carole, et 1960 en février c'était. Et moi, mon né 4 mois, c'est-à-dire fin septembre 1959. Et au début, le titre c'était Au gré du vent. Parce que moi, j'ai du monde qui moi, le Côte d'Ivoire maintenant. Mais par contre, un beau jour, j'ai un déclic. Moi, j'ai le fait que c'est un cyclone Carole, même petit enfant. Mais pourquoi pas enfant de Carole? Et que je trouve ça sonne joli. C'est très poétique et j'ai adopté le titre Enfant de Carole. Gare à nous dénoncer. Tantôt, tu connais tantôt Rotin Bazar. Alors que certains nous ont ouvert leurs portes à une partie de leur enfance, d'autres se sont tournés vers les histoires perdues de l'île Maurice. Serge Rivière et Assad Beugla ont tous les deux sacrifié plusieurs heures dans la recherche cette année. Serge Rivière, qui est historien de profession, s'est plongé dans des manuscrits datant des années 1700 et 1800 pour sortir son livre Le général Descamps met le cap sur l'île de France. Ce manuscrit de François Lescaut, c'est un manuscrit que j'ai trouvé par hasard à la bibliothèque Carnegie à Curepipe. Pour faire ça, il a fallu un travail fou parce qu'il faut encadrer le texte, il faut l'expliquer, il faut expliquer l'esclavage, il faut donner les dates de l'esclavage, il faut aussi transcrire, vérifier et, en plus de ça, mettre des notes au bas des pages. Le manuscrit s'appelait « Voyage dans les Indes orientales sur le vaisseau le Marengo », 1803 à 1810. Juste pour vous montrer le manuscrit, on va le prendre en photo tel que je l'ai vu pour la première fois. Lescaut étant matelot 3e classe, je voulais savoir qui était Lescaut. Alors, comment faire pour savoir? J'ai écrit au service de la Défense à Paris et ils ont répondu qu'ils ne gardaient pas de dossier sur les sous-officiers. Pas de nouvelles. Je savais que Lescaut était parisien, il avait une voix plutôt jeune et c'était un dessinateur extraordinaire puisqu'il a dessiné des bateaux, le combat naval du Cap-Vert et aussi son propre bateau, le Marengo. Assad Beugla, quant à lui, a brièvement évoqué le rôle de pionnier que les Lascars musulmans de Plaine Verte ont joué dans le développement de l'île Maurice en tant que colonie. Il s'était principalement concentré sur la vie d'un de ses marins, Gassi Sobdar. Ces personnes avaient été introduites dans la colonie par Maé de la Bourdonnais, alors gouverneur de l'île de France. Pour moi, Gassi Sobdar, à travers le personnage de Gassi Sobdar, nous essayons comme si découvrir l'île Maurice qui du monde pas raconter. Et après, on s'est montré qui manière à l'époque Maurice finalement c'était l'influence arabe. Par exemple, quand on cause Mocha. Mocha, c'est la ville de café au Yémen. Tandis que ces deux auteurs ont retracé l'histoire de l'île Maurice avant son indépendance, Chirine Omiroudi Zifra a choisi de baser son ouvrage sur l'évolution des droits de la femme à l'île Maurice. Ce livre touche aux obstacles auxquels font face les femmes à l'île Maurice tout en analysant les droits de la santé, politique, économique, entre autres. Le livre, son sous-titre, c'est l'évolution
des droits de la femme à Maurice. Moi, j'ai voulu, maintenant, quand j'ai 73 ans, j'ai voulu laisser un bilan de ce qui a été fait, pas seulement par moi, mais par moi et par beaucoup d'autres femmes. Je voulais montrer où on était dans les années avant même Napoléon, c'est-à-dire vraiment 19e siècle, et où nous sommes aujourd'hui. Quel progrès on a fait, quelle était la situation d'abord juridique des femmes, et pas seulement juridique, mais quelle était la vraie situation des femmes dans cette époque-là où la femme mariée n'avait aucun droit, ni de travailler, ni d'avoir un compte en banque, ni de faire quoi que ce soit. Et si elle travaillait, il fallait que son mari soit d'accord et il pouvait prendre son salaire, entre autres. Elle n'avait donc aucune identité personnelle et aucun droit. Et là, j'ai démontré comment, au fil des années, on s'est engagé pour lutter contre toutes ces discriminations et changer ce statut de la femme mariée, mais de la femme en général. Voilà, donc le livre parle de l'évolution de la loi. La moitié du livre, c'est sur les lois, et l'autre moitié du livre, c'est sur ce qu'on appelle les droits. Alors, droits politiques, économiques, sociaux, culturels. Nous avons été victimes, donc, d'une part, du fait que nous étions colonie française et puis colonie britannique. Ce sont des pays qui étaient dirigés par des hommes. Même en Angleterre, vous savez que les femmes se sont battues pour avoir le droit de vote. Il y en a qui sont mortes pour pouvoir avoir le droit de vote. En France, c'était pareil. À l'époque même de la Révolution, ils ont parlé des droits de l'homme et du citoyen. Et il a fallu que Madame de Gouges vienne de l'avant, Olympe de Gouges, pour dire il faut parler des droits de la femme et de la citoyenne aussi. Parce que la femme a aussi un rôle à jouer, pas seulement elle est mère, reproductrice et elle fait du travail domestique, elle a un autre rôle à jouer aussi dans la société. L'année 2022 a été favorable pour les auteurs et illustrateurs de livres de jeunesse. Corinne Fleury et son équipe de l'Atelier des Nomades ont participé activement à la publication de plusieurs livres pour enfants cette année. Le succès de leurs livres est principalement dû à leur esprit innovateur qui inclut de nombreuses références à la culture mauricienne. Je pense que la littérature jeunesse, effectivement, est un espace littéraire qui n'est pas toujours facile. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, il faut que ce soit plus facile que pour les adultes. Et moi, je ne partage pas cette idée-là. Donc, moi, je crois que c'est important d'être aussi exigeant dans la littérature jeunesse qu'on peut l'être lorsqu'on écrit un roman pour adultes, par exemple. Et je crois que c'est comme ça qu'on réussit à avoir une belle œuvre pour la jeunesse. C'est d'apporter la même exigence pour un adulte que pour un enfant. On va lancer là sur le festival du livre de Toulouse, qui est Contes indiens de l'île Maurice. Des contes qui ont été écrits par Amanat Hosseini et Kavinian Kaopoudayan et qui sont illustrés par Judith Gueffier. Ce recueil de contes, pour moi, est l'essence même de ce qu'on a voulu faire dans la maison d'édition. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les deux auteurs sont allés dans les villages à Maurice pour recueillir des contes qui commençaient à se perdre. C'est-à-dire qu'en fait, c'était que ces personnes âgées qui connaissaient encore ces contes qu'on leur avait racontés du temps de l'engagisme de leurs arrière-grands-parents, etc. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ils n'ont plus eu la chance de les transmettre, ces contes. Et quand on pose la question à leurs petits-enfants, ils ne les connaissent plus. Les auteurs se souvenaient de bribes d'histoire. Mais ils étaient plus sûrs de la fin, ils étaient plus sûrs du milieu. Et en fait, ils les ont retissés, c'est-à-dire qu'ils ont rencontré plein de gens qui ont raconté la même histoire et ils ont réussi à reconstruire cette histoire. Donc dans ce recueil de contes, on a 6 contes qui viennent des Indiens engagés, qui ont pris les bateaux de ports indiens pour venir à Maurice. Et ces contes-là ont été métissés
ont été mis au contact de créoles, de blancs, etc., à Maurice, de différentes communautés qui ont changé et qu'on a recueillis là. Écrire un livre pour enfants ne s'arrête pas à l'écriture elle-même. Les livres pour jeunesse sont un peu plus spéciaux car les éléments visuels doivent être attirants pour les lecteurs. Nous avions rencontré cette année Cathy Labour, une illustratrice digitale qui a travaillé sur un livre publié par l'Atelier des Nomades intitulé « Le paradis dans mes cheveux ». Le paradis dans mes cheveux, c'est un livre jeunesse qui parle d'une petite fille qui n'aime pas se coiffer ni se laver les cheveux, donc elle se retrouve à héberger toutes sortes de petites bêtes dans ses cheveux, jusqu'au jour où une plus grosse bête vient la rendre visite et lui demande une petite place sur sa tête. Et là, elle se demande est-ce qu'il ne faudrait pas finalement lui laver ses cheveux. Donc voilà, c'est un joli livre pour enfants. Très touchant, qui m'a tout de suite inspirée parce que quand Corinne m'a contactée pour travailler sur ce livre-là en question, je me suis tout de suite retrouvée. Je me suis retrouvée dans le personnage de la maman et j'ai retrouvé la petite fille Tima comme mes filles, parce qu'elle aussi elle n'aime pas se laver les cheveux, elle aussi elle se plaint chaque fois du moment où il faut aller se coiffer les cheveux. Donc, je pense que toutes les petites filles se retrouveront un peu dans cette histoire. Et c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a émue un peu et qui m'a encouragée à aller de l'avant avec le projet. J'ai tout de suite dit ouais à Corinne parce que Corinne c'est l'Atelier des Nomades, c'est une belle maison d'édition et c'est des livres que j'achetais déjà avant et me retrouver parmi eux dans la famille Atelier des Nomades, c'est magnifique, juste magnifique. Elle m'a présenté le texte, l'histoire et tout. Et moi, quand j'ai lu l'histoire, ça m'a tout de suite plu. Et elle m'a dit que c'est quelque chose que, comme elle avait vu mon travail et qu'elle voyait un peu ce que je faisais, qu'elle suivait un peu mon travail, elle a tout de suite, elle m'a demandé elle m'a dit que j'étais la personne qu'il lui fallait pour le projet. Et j'ai tout de suite accepté. Du pain d'Hibert Pistas. On pose mon crayon, on quitte mon monde. Qu'il est à fin arrivé? Quand est-ce qu'il a close pour sonner? Petits enfants à atteindre l'école larguée. La publication de livres en créole mauricien était aussi en hausse cette année. Krishna Pentaya a voulu contribuer à cette approche émergente de la littérature mauricienne en publiant son propre livre dans notre langue maternelle. Passionné de sciences, de mathématiques et de la littérature, il a combiné ses intérêts pour donner naissance à un livre scientifique en créole mauricien, Langaz l'univers. Depuis tout le temps, j'ai envie d'apporter une dimension à nos langages créoles mauriciens. Le langage créole mauricien, moi, je trouve vraiment une beauté dans tout cela. Notamment, il y a un joli langage, il y a un mot qui calamindas, il y a un mot la nature même, un joli mot. Mais j'ai envie d'apporter ça une façon de montrer comment nous avons montré la science à travers le langage créole. Montrer comment le langage créole mauricien aussi, qu'avec un sujet intellectuel. Et que là, je trouve une annonce qui est une compétition qui tombe juste à pic avec ce que je peux penser. Et là, il y a une compétition Creole Speaking Union qui vient de l'avant, qui dit à nous que voilà, écrire un livre scientifique, un texte scientifique en créole mauricien. Et ça, c'est une compétition qui m'a réussi à même mon Bachatan, qui m'a bien un deuxième prix. C'est un jeu tout vraiment âgé, expériencé. Moi, je suis jeune, je suis vraiment juste écrit un livre, c'est assez pour moi. Mon Bachatan, qui m'a bien un deuxième prix. Là, j'ai commencé à écrire un livre là depuis bien avant. Mais ça arrive pendant la période Covid-19 qui vraiment me dive dans écrire un livre là. Comment je commence à écrire un livre, c'est tout le monde affaires qui sont autour de moi, qui m'ont envie d'assimiler, qui m'ont envie de connaître, qui était ça. Je commence à écrire. Par exemple, moi, j'ai mon petit carnet qui m'a écrit toutes les affaires. Fait comment dire, je parle d'un bis, par exemple. Je trouve un truc qui vraiment facilement, je commence à écrire un livre. Moi, grimper une montagne, moi, j'ai ça avec moi. J'ai envie d'amener le langage univers encore plus loin. Et l'écriture créole aussi, moi, il y a beaucoup de camarades qui sont extérieurs, qui disent moi, je suis intéressé à comprendre le langage, parce que je trouve sa poésie, comment nous faire le langage extra joli. J'ai envie d'apprendre le langage. Donc, moi, il y a un projet vraiment montrer créole aussi, pas juste à Maurice, mais à mon camarade qui est international.
3h30, ça sonne la cloche là, résonne une sensation vivante dans mon poumon. Arrive la case, moi zit mon sac là-bas, moi tiens, moi c'est mise. Mon nez quitte tout en place, sans aucun tracas. Malgré ça, me connaît, qui me poutane, me tisouri, zis, après. Si désolé, mal élevé. Un autre sujet qui nous a profondément marqué cette année est le journal mauricien en mandarin China Times. Ce journal, qui est en activité à l'île Maurice depuis les années 50, reste un élément incontournable pour un grand nombre de sino-mauriciens, notamment la génération des plus âgés. China Times a été créé en décembre 1953. La raison est simple, car à cette époque-là, il y avait une communauté sino-mauricienne d'environ 30 à 35 000 personnes. La majorité de ces gens-là ne savent pas lire ni l'anglais ni le français. Alors, il y avait une possibilité de créer un journal chinois pour que ces gens-là puissent lire pour avoir des nouvelles locales et les nouvelles de Chine. Mais souvent des fois, ces gens-là, pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le pays actuellement, il y a des mariages, il y a des décès, tout ça. C'est à travers les journaux qu'ils puissent savoir que dans la communauté, il y a telle ou telle chose. À l'époque, l'impression n'était pas aussi simple et rapide qu'aujourd'hui. L'impression des journaux nécessitait des lettres en plomb et ceux qui s'occupaient de cette tâche devaient être extrêmement prudents et méticuleux. On ne peut pas parler des personnes qui nous ont marqués sans mentionner le plus grand rassemblement des auteurs qui s'est tenu lors du Festival du livre de Trou-d'eau-douce en octobre, un événement organisé par l'auteur Barliane Piamutu. La France était le pays invité d'honneur de cette année. Plusieurs auteurs venus de l'étranger ont aussi contribué à ce festival, dont Mohamed Mbougarsar, prix Goncourt 2021, qui était le parrain de cet événement. Il me semble que le village m'a paru d'abord en 1994 comme un village littéraire presque magique, surtout le soir. Et puis j'aime bien cette population, c'est une population solidaire, courageuse, malheureusement pas trop tentée par l'éducation, ce qui fait qu'il y a un fort taux d'analphabétisme à Trou-d'eau-douce. Donc nous avons deux passions, le livre bien entendu et Trou-d'eau-douce. Et on voudrait qu'il y ait une correspondance à titre de réciprocité entre Trou-d'eau-douce et le livre. De plus en plus, on a l'impression que les distractions deviennent plus importantes que la lecture. Mais quand on se retrouve dans ce genre d'événement, on se rend compte que ce n'est pas vrai, qu'il y a beaucoup de jeunes qui lisent, beaucoup d'adultes aussi évidemment, et qu'il y a encore une passion et un engouement pour la lecture qui fait que je ne crois pas qu'on soit près d'achever l'auteur, ni les livres de nos jours, ni quelques années plus tard. Cette année a été remplie de rencontres enrichissantes pour toutes les personnes impliquées dans la production de mots et écrits. J'aimerais prendre quelques secondes pour remercier tous ceux qui ont accepté de participer à notre programme, car nous n'avons pas pu inclure tout le monde dans cet épisode spécial. Au nom de toute l'équipe, nous souhaitons à tous les spectateurs une très bonne année 2023. C'est ici que prend fin cette édition de Mots et écrits. Rendez-vous est pris pour 2023, une année qui sera encore remplie de mots et d'écrits.